les conteneurs et les wrappers. Qu'est-ce qu'un wrapper? C'est quoi un wrapper? Un emballage. Un emballage ou? Un beigne. Oui, c'est vrai. C'est qui a sorti ça l'autre fois? Le wrapper par rapport au codec, c'est comme si tu as un beigne fourré à la crème. OK? Le beigne, c'est le wrapper, puis le crémage, c'est le codec. J'ai trouvé ça drôle. Je sais pas, il est où le contenu dans le beigne, par exemple, mais il n'y en a pas beaucoup. Le conteneur, en fait, c'est vraiment l'enveloppe qui va transporter vos images et votre son. À la base, c'est ça. Tu sais, quand on travaille en vidéo avec une caméra Betacam ou une caméra DV, par exemple, le DV, c'est le meilleur exemple. Je pense que tout le monde ici a déjà travaillé avec une mini-DV. On est d'accord? On sait que dans une caméra mini-DV, dépendamment du professionnalisme, il y a de 1 à 3 capteurs, des CCD. Et là, vous avez une image qui est presque pure, qui entre par la circuiterie de la caméra, puis que malheureusement doit être compressée pour fitter sur une cassette. D'où les codecs. Le codec DV compresse l'image à peu près 5 fois au niveau de l'échantillonnage de la couleur et de la luminance. Donc, vous allez perdre une compression. Le codec va transporter, va contenir votre image, mais la cassette va être votre conteneur. Sur une cassette mini-DV, tu peux avoir du mini-DV ou maintenant du HDV, par exemple. Tu as le même conteneur. C'est ça un wrapper. Un wrapper, dans le cas d'un fichier, c'est le véhicule de transport de l'information vidéo et audio. Il y a certains conteneurs qui sont dédiés à l'audio, comme l'AIFF, qu'on connaît tous, et le format WAVE, format de fichier RIF, Resource Interchange File Format, qui ressemble étrangement à Audio Interchange File Format. Il y a des conteneurs qui peuvent eux-mêmes contenir de l'audio qui va être compressé de différentes façons. Dans le son, c'est très très simple parce qu'on peut avoir du son qui est compressé en 96 kHz, maintenant en 48 kHz, en 22 kHz, en 11 kHz, qualité téléphone. On a ici le même conteneur pour transporter le média, pour être certain que d'une plateforme à l'autre, on va être capable de lire les médias et les reconnaître. Un conteneur vidéo, c'est un format de fichier, OK? Et on va explorer un petit peu plus ça dans 2 secondes, mais qui peut contenir une ou plusieurs tracks ou un flux vidéo, des streams. OK? La même chose pour le son. T'sais, si on est en stéréo, on a deux streams de son. En Dolby 5.1, on en a 6. Là où je veux en venir, qui est le plus important, c'est les métadonnées. La grosse différence entre les différents conteneurs qu'on a, les différents wrappers qu'on a, c'est la façon avec laquelle ils vont traiter les métadonnées, qu'on appelle couramment les métadatas. Les métadatas, tu vas trouver toutes sortes de trucs dans un même clip, des sous-titres, des chapitres, ton timecode. Si on regarde par exemple le QuickTime que vous avez fait en numérisant un clip dans Final Cut, il va contenir le numéro de la cassette et le timecode. Avez-vous déjà remarqué un fichier QuickTime Final Cut a un icône différent d'un fichier QuickTime tout bête, mais que vous pouvez ouvrir ce fichier QuickTime-là dans n'importe quelle application qui lit du QuickTime. C'est juste que Final Cut s'est mis sur sa petite étendre avec le numéro de la bande maîtresse et le timecode. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous êtes dans Final Cut et que vous changez la bande maîtresse dans une de vos bins, ça va vous avertir que vous allez toucher le clip sur le disque dur. Donc tout ça, ça fait partie du conteneur. On peut aussi avoir de l'information comme si une couche contient un alpha channel. Mathieu, tantôt, a parlé du 24 bits avec 8 bits de rouge, 8 bits de Y, 8 bits de CR, 8 bits de CB, puis 8 bits de alpha. Donc, juste l'information de transparence d'une pixel, ça peut être contenu dans un flux ou une couche dans le même fichier. Le timecode, puis le DRM, qui est le Digital Rights Management, qui est la chicane numéro 1 dans les médias maintenant, à savoir, mais oui, mais moi j'ai acheté une tune sur iTunes Music Store, je veux la mettre sur mon Zune, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui travaillent chez Microsoft, hein, je suis sûr qu'ils doivent rire, eux autres. Qu'est-ce qui arrive quand tu reçois 2 Zunes pour Noël? Bon.
Donc, et IMI qui a ouvert la porte à, on espère, un beau changement dans le monde de la musique, qui a décidé d'offrir des tunes un petit peu plus chères, mais qui ne sont pas encodées avec l'encodage Fairplay, qui fait qu'on va être capable effectivement d'acheter des pièces, éventuellement des Beatles, sur l'iTunes Music Store, qu'on paye un petit peu plus cher, qui vont être de meilleure qualité, mais qu'on va pouvoir mettre sur notre Rio ou notre Zune ou notre iPod et même l'échanger avec d'autres gens. Les principaux conteneurs vidéo. Windows Media Vidéo. Je pense que tout le monde a déjà vu Media Player rouler sur un PC et sur Mac. Flash. Flash contient aussi de la vidéo, du son, de l'animation. MOV, je ne suis pas sûr. QuickTime, ça vous dit-tu quelque chose? 64 formats. C'est un conteneur. QuickTime, c'est un peu la tour de Babel, où est-ce qu'on est capable d'avoir énormément de genres d'informations qui vont seulement être enveloppées dans une enveloppe QuickTime. Le codec, ça dit de quelle façon est encodée l'image. Le fichier QuickTime, c'est ce qui transporte l'image. La raison pour laquelle Final Cut fonctionne, c'est que c'est un logiciel qui est basé autour de ce lecteur d'enveloppe-là. Donc, tu peux donner à peu près n'importe quoi à manger à Final Cut, puis il va être capable de dealer avec du moment que c'est enveloppé dans du QuickTime. C'est pour ça que si tu regardes une plateforme comme Avid, qui a son propre codec de compression et qui est compatible avec certains types de fichiers, mais dans le fond, si tu numérises quoi que ce soit dans Avid, il va le transformer dans son propre codec et tu n'auras pas le choix. Tandis que Apple, qui font et Final Cut et QuickTime, bien, les deux groupes se sont parlé, puis ils ont basé Final Cut sur QuickTime pour dire, nous, on va faire un logiciel qui est ouvert, qui va profiter de notre technologie qui est déjà ouverte, parce que n'importe qui peut inventer un codec, faire partie de l'alliance QuickTime et de rajouter ça dans la liste des formats que peut déjà les réécrire QuickTime. Puis une des preuves de la force du QuickTime aussi, c'est quand dans Adobe After Effects, tu veux prendre une session motion, la sauver en QuickTime, puis After Effects va lire ta séquence motion comme si c'était un QuickTime. Parce qu'il voit comme motion comme un codec. C'est en plein ça. On parlait des tracks tantôt, les flux. Ben pour After Effects, lui, il va voir un fichier, mais Motion, lui, va voir le fichier et toutes les couches séparément. C'est pour ça que vous êtes capable de faire un titre dans LiveType ou une animation dans Motion, puis les amener directement dans Final Cut sans avoir besoin de faire un rendu. Parce que le format de fichier de Motion et de LiveType est enveloppé dans un conteneur QuickTime. Le MXF, qui a entendu parler du MXF? À part Mathieu. Alain, il faut que tu lèves la main. OK. Non, il faut que tu m'aides, tu sais. Le MXF, c'est le nouveau conteneur qui est en train de changer le monde. Le monde. Parce qu'il y a du metadata qui est en XML à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, jusqu'à très récemment, on faisait des espèces de listes archaïques, là, ça s'appelait des EDL. C'était des listes de montage. Là. Ça date de l'époque où il y avait des trucks de production avec des consoles en bois. Il n'y a pas de souris, là. Il y a juste du timecode, puis chaque effet avait un code. T'sais. Là, tu savais là, c'était écrit quelque chose, 0,30, mais tu savais que c'était un désordre de 30 frames entre telle source et telle source. C'était bien compliqué. Bien, maintenant, avec des listes de montage XML, on peut avoir plein d'affaires comme c'est un titre, il est telle grosseur, c'est tel typo, si tu n'en as pas, c'est tel genre de typo avec la sérif ou pas, telle couleur, etc., etc., etc. Quand on a des listes de montage en XML, on a le même langage de programmation que des sites web maintenant qui sont faits avec du XML, beaucoup d'informations qu'on peut mettre et vu que c'est un format ouvert, il est reconnu par plein de monde. Alors, c'est sûr que les développeurs de fichiers numériques, ils ont sauté là-dessus, le MXF, ils ont dit, c'est un wrapper ouvert. T'sais. Deuxièmement, toutes les métadonnées sont enregistrées en XML, qui est aussi un format ouvert. On va servir de ça. Qui se sert du MXF? La Panasonic HBX200. Vous savez tous que j'adore cette caméra. Tout le format P2, c'est des fichiers vidéo compressés avec un codec DVC Pro HD à 100 Mbps. Et ça, c'est enveloppé dans un conteneur MXF. La XD-Cam HD de Sony,
c'est aussi des fichiers vidéo qui sont compressés avec le codec Sony et qui sont enveloppés dans une enveloppe MXF. Mais vu que Sony, c'est Sony, ils ont mis leur petite saveur, puis tu ne peux pas nécessairement lire du Sony MXF aussi facilement que du MXF de Panasonic sur Final Cut. Sur Avid, c'est le contraire. Il y a toutes sortes de petits trucs de même qui fait que, ouais, on a pris un format ouvert, là, mais on a mis notre signature, fait que vous êtes obligé d'acheter notre décodeur pour le lire, même si c'est un format qui est open source. Mais ça fait que c'est un truc qui est extrêmement convivial comme enveloppe. Je comprends aussi les développeurs qui n'ont pas nécessairement voulu dire « nous, on fait une caméra qui enregistre en QuickTime, parce qu'à chaque fois que tu enregistres du QuickTime, il faut que tu donnes une pièce à Apple. » C'est sûr que si tu es Panasonic puis Sony, mais tu comptes que finalement, tu ne veux pas donner de pièce à personne à part à toi. Là. Fait qu'ils font des formats ouverts, comme Apple le fait tout le temps, de toute façon. Là. Ils prennent des logiciels open source pour ne pas avoir à payer une scène à personne. Donc, le MXF. Dans Final Cut, on peut lire du MXF de Panasonic, parce que Panasonic a donné ses instructions à Apple. Vous pouvez aussi lire du MXF qui provient d'un disque XDCAM ou XDCAM HD, soit avec Flip for Mac, on va en parler un petit peu tantôt, et ou avec le logiciel de Sony, le PDZK1. C'est ça, XDCAM HD Transfer, qui est la version Mac de PZK1, je ne sais plus quoi, qui est juste sur PC. Real Video. Moi, je me souviens de la belle époque de Real Video en 1996, où est-ce qu'on pouvait avoir des vidéoclips sur Internet gros comme ça, puis qu'on payait pour en plus. Fait que Real, malheureusement, on perdu beaucoup de terrain à Microsoft et à Apple, mais à une certaine époque, c'était la seule façon d'avoir de la vidéo sur Internet. Fait qu'ils ont pris une part de marché grosse de même. Ça te prenait un encodeur, et là, tu payais 150$ par stream sur ton site web. Tu achetais ça en paquet de 10 streams. Si tu voulais avoir la possibilité que 10 personnes aillent voir ton film en même temps, ça te coûtait 1500$. Gros de même. C'est tout ce qu'il y avait. Le fichier .dv, le DV Stream, le codec pur DV qu'on retrouve sur les cassettes, tout ça qu'on retrouve aussi si on enregistre avec iMovie, c'est un autre genre de conteneur. Je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous numérisez dans iMovie, ce n'est pas un fichier QuickTime. Il est enveloppé avec une enveloppe DV Stream. Le QuickTime lit du DV Stream, mais il faut quand même le réenregistrer. AVI puis ASF, qui sont deux formats de Microsoft que vous connaissez sans doute. Il y en a un qui est pour du streaming, il y en a un autre qui est là depuis belle lurette, qui a été changé qui existe encore, mais qui a quand même été remplacé là, par le Windows Media. Parce que Windows Media est devenu, comme QuickTime, une enveloppe qui possède plusieurs codecs, dont leur codec principal, Windows Media Video, qui est aussi le nom du wrapper. Fait que, en tout cas, c'est moins confondant pour le monde qui ne veut pas savoir la différence entre le codec et le wrapper. Mais le Windows Media, c'est un codec qui est extensible. Tu peux faire avec le même codec un format téléphone cellulaire à 8 images secondes, puis un film en 2K pour le cinéma, avec le même format. Donc, enveloppe, codec, ça va? Ogg Vorbis, qui connaît Ogg? Qui a déjà entendu du Ogg? C'est bon, du Ogg. C'est un codec MP3, haute résolution, gratuit. Tu peux downloader un plugin pour que ça marche sur ton QuickTime, parce que ça devient un codec qui peut être lu par QuickTime. Puis honnêtement, c'est un Christy de bon codec, sauf que Apple ont décidé de prendre le leur pour mettre dans iTunes, mais ça sonne. Les saveurs de MPEG, que vous connaissez sans doute, MPEG 1, 320 par 240, c'était à l'époque qualité VHS, ça a évolué un petit peu, mais quand même, on pouvait faire des CD de karaoké, mettre un film sur un CD, puis ça a été En fait, il y a deux industries qui ont beaucoup aidé le MPEG 1. Le karaoké et... le porn. Je voulais pas le dire, mais merci. Effectivement, des encodeurs MPEG 1 en temps réel, c'est surtout l'industrie de la porno qui en a acheté plein. MPEG 2, le DVD. On connaît tous le DVD, le format de compression. Le HDV, qui est malheureusement aussi du MPEG 2, mais qui possède tous les problèmes qu'on lui connaît, puisque le MPEG 2, à la base, était
un format de distribution. Ce n'était pas un format de production. Et Sony ont décidé de commencer à regarder comment on pouvait prendre la belle compression du MPEG 2 parce que ça marchait bien mettre sur un DVD. Est-ce qu'on peut tourner avec ça? Est-ce qu'on peut monter avec ça? Puis là, ils se sont mis à traficoter le signal pour dire, OK, on va prendre du MPEG 2, puis on va faire, ils ont commencé avec le MPEG 1, on va faire un format où est-ce qu'il y a un keyframe à chaque frame. Donc, on ne perd pas d'informations. On utilise la même compression, mais on ne perd pas d'informations. Parce que le MPEG 1 pouvait avoir beaucoup d'informations vidéo, puis ça prenait très peu de place. Ils ont pris ça, ils ont fait le Betacam SX. On dit, OK, ça marche. On prend la même chose. On prend du MPEG 2, 30 images secondes, ça a fait le IMX. C'est super beau du IMX. Du MPEG 2 à 30, 40, 50 mégabits seconde. Super clean, coûte pas cher. Le XDCAM, c'est du IMX. C'est du MPEG 2, 30 images secondes. Et on dit, OK, là, on va se sauver de l'argent. On va faire un codec MPEG 2 à 12 images secondes ou à 17 images secondes. Puis là, ils ont fait du HDV. Je vais arrêter ça. Le MPEG 4, qui est en train de révolutionner tous les conteneurs, parce que le MPEG 4 peut contenir énormément de choses. C'est sûr que les diffuseurs de télévision numérique aiment beaucoup le MPEG 4 parce qu'on va pouvoir mettre beaucoup de plages de métadonnées. Tu sais, la télé numérique, là, c'est sûr qu'ils ne nous la vendent pas comme ça, mais à l'époque où ils ont sorti ça, ils ont dit « Hey, on va pouvoir écouter, mettons, Rumeur. » Tu sais. Puis là, tu regardes là, la fille, là, puis tu dis, moi, j'aime bien son top. Là, tu vas pouvoir cliquer sur son top, puis là, ça va t'envoyer sur le site web où elle a acheté son top. Ça, c'est le même qui vendait la télé numérique à l'époque. Mais on va pouvoir mettre des informations comme ça. On va pouvoir cibler des publicités pour les gens à la maison parce qu'on va être capable d'encoder les signaux avec nos habitudes de consommation ou nos habitudes de visionnement. C'est ce genre de choses un peu flyées, mais tu te dis, bon, à un moment donné, il faut que la télé fasse de l'argent aussi. Il y a deux catégories de conteneurs, comme il y a des catégories de codec, ceux pour la livraison, ceux pour la production. Okay? C'est la même chose, c'est un peu la même distinction que les codecs, parce que dans le fond, tu as des codecs avec lesquels tu dois travailler, tu me tournes avec, dans le cas de la HVX200 et le XDCAM, tu tournes, ça enregistre en MXF. C'est un conteneur, parce qu'à l'intérieur, le contenu vidéo est, lui, compressé avec un codec. Fait que ceux que tu as pour la livraison, comme pour le web, comme pour le CD-ROM, le DVD, on a vu les MPEG 2, 4. Les conteneurs de livraison, vous avez fini de faire votre montage. Les conteneurs de livraison sont par définition de poids de qualité inférieure. Ils ne sont pas conçus pour être édités car trop demandants pour leur processeur lors de la décompression. Flash, Windows Media, Real Media, le H264 aussi, format des wrappers de livraison qui sont compressés et que le signal brut ressort du wrapper pour être montré dans toute sa splendeur. Et les conteneurs de production, parce que c'est écrit livraison, mais ça devrait être écrit production en haut. Production sont par définition de poids de qualité supérieure parce qu'ils n'ont pas été recompressés, parce qu'on veut travailler avec la meilleure qualité, garbage in, garbage out, comme on dit. Donc, si ça a l'air du chenu, bien, ça va être encore pire quand on va sortir. Les conteneurs très populaires, le QuickTime, donc quand on numérise en Final Cut en 8, en 10 bits non compressés, le DVC Pro HD, ça c'est tous des codecs. En AVI, si vous travaillez dans... Quoi le logiciel à montage sur PC, là? Première? Ouais, c'est ça, Première. On a des AVI. On a encore des AVI parce que tu peux pas... Le Windows Media Vidéo, c'est surtout un format de distribution. Et tu numérises encore en AVI, en uncompressed, ou avec un codec Motion JPEG. Puis le MXF, le DV, DV50, DVC Pro HD et les formats IMX. L'avantage, c'est qu'avec une caméra, tu peux tourner dans 63 formats différents. C'est ce qui est le cas avec la HVX200. Ou avec une caméra XDCAM standard, tu peux tourner sur le même DVD. Tu peux tourner soit en DV25, soit avec un format IMX à 30, 40 ou 50 mégabits. Les conteneurs hybrides. On a des conteneurs hybrides aussi? Ah, OK.
qui sont pour les deux. Ben oui, c'est vrai. Parce que le QuickTime, le QuickTime a des codecs de livraison, même si c'est un conteneur qui peut se servir pour la livraison ou pour la production. Même chose avec l'AVI. Ben, c'est ça, finalement. QuickTime qui peut servir soit pour faire de la prod avec un codec DV ou DVC Pro 100, par exemple. Puis, un QuickTime peut aussi être encodé avec un codec Sorensen 3, H264, etc. On va en avoir plein tout à l'heure. Et si vous downloadez des films sur Internet, il y a beaucoup de films qui sont encodés en DivX ou en XVID, tout ça, là, parce que ça fait qu'un DVD rentre sur un CD après. Là, ça prend moins de temps à downloader. Mais vous savez que vous n'aidez pas l'industrie hollywoodienne à des conteneurs à codec unique. Ben oui, parce que le MPEG-1, le MPEG-2, ben le MPEG-4, oui puis non, parce que l'H264, c'est une saveur de MPEG-4, mais le MPEG-1, le MPEG-2, c'est comme le Windows Media Vidéo, que je vous parlais qu'il y avait une version de ça. Le MPEG-1, c'est à la fois le conteneur et le codec. Pourquoi? Parce que principalement, tu as des lecteurs tierces parties, tu as des lecteurs un peu bizarroïdes qui s'attendent vraiment à avoir un fichier MPEG-1 dans le cas d'un lecteur de CD karaoké ou du MPEG-2 dans le cas d'un DVD. Avez-vous déjà essayé de mettre votre DVD-ROM dans votre lecteur DVD puis le recracher de suite parce qu'il n'a pas su quoi faire avec? Parce qu'un lecteur DVD s'attend à avoir un fichier MPEG-2 à un certain endroit. Puis si ce n'est pas un fichier MPEG-2, il ne saura pas quoi faire avec. À moins que vous ayez un lecteur DVD récent qui est capable de lire des AVI puis des Windows Medium, des trucs comme ça existe. Il y a des conteneurs aussi qui sont faits pour le streaming. C'est quoi en français? Le streaming? Hein? Lecture continue. Lecture continue. Merci. C'est que certains des conteneurs vous permettent effectivement de faire du streaming même en utilisant du buffering, ou est-ce que tu vas être capable de lire le QuickTime ou lire le vidéo Windows Media ou lire le Real Video, même s'il n'a pas fini de le télécharger, parce qu'il y a une des tracks du conteneur qui permet qui parle à votre ordinateur, qui vous permet de commencer à lire le fichier, même s'il n'est pas téléchargé. C'est le cas de la plupart des formats que vous allez trouver sur Internet. Quand vous téléchargez une vidéo sur n'importe quel site de trailer ou si vous allez dans... Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais la plupart des publicités maintenant, c'est du flash. Donc, ça vous permet de commencer tout de suite à regarder votre stock. Même, vous n'êtes même pas rendu compte qu'il y a une pub qui est en train de se télécharger. C'est pas parce que le début est plus compressé? Non. Non, c'est vraiment qu'il y a une grosse bouffée d'informations qui est pitchée en premier pour être sûr que le lecteur commence à jouer puis que le téléchargement va plus vite que la lecture. Ça dépend aussi, comme quand tu es sur le Trailer Park d'Apple, tu downloads, mettons, un vidéo en HD, puis tu as toute la première partie qui est juste l'annonce verte, là, attention, ce film est pour 13 ans et plus, ça va très vite, mais c'est comme tu as juste comme une image, donc pour ça, oui, c'est un variable bitrate, ça se peut qu'il ait compressé beaucoup plus, donc cette partie-là, c'est beaucoup plus rapide. Mais la note très importante, c'est que on peut seulement streamer du Windows Media Vidéo sur un serveur Windows. Donc, si vous avez du contenu Windows Media à streamer, ça doit être fait sur un PC. Tandis que QuickTime, avec son serveur de broadcasting, de streaming, qui est autant disponible pour PC que pour Mac. C'est pour ça que la plupart des serveurs Internet et Linux, pour Linux, mais c'est pas Unix, mais en Linux, tu peux mettre du QuickTime sur la plupart des serveurs. Et QuickTime demeurant un format ouvert, vous pouvez être certain que s'il y a un nouveau codec, il va sans doute être plus facilement lu sur QuickTime que sur un PC. Si vous voulez en savoir plus sur les conteneurs, on vous suggère agréablement Compression for Great Digital Video, Power Tips, Techniques and Common Sense de Ben Waggoner, qui est publié chez CMP Books. Il y en a plein des bons trucs chez PitchPit aussi. Là. Oui, chez PitchPit, il y a beaucoup de livres sur la compression, c'est sûr. Si vous allez chez Camelon Info,
Vous pouvez dire que vous faites partie de Final Cut Montréal, vous allez avoir un petit rabais dessus. Juste parce que je vous l'ai dit. C'est important aussi de vérifier avec les gens à qui vous envoyez vos fichiers s'ils ont les bons codecs. Et ça arrive souvent dans des endroits comme au gouvernement, ils n'ont tout simplement pas le droit d'installer QuickTime parce qu'ils n'ont pas accès ou des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on a Flipper Mac. Pour faire du Windows Media sur Mac, pour être sûr que toute la planète peut le lire.